On avait organisé une mobilisation justement pour la RDC et ça nous tenait à cœur tous de le faire, surtout qu'en plus on avait une camarade qui vient de là-bas, qui a vécu tout ça. Donc à l'Est, à Goma, les atrocités. C'est ça, voilà. Qui avait tenu un témoignage en tout cas extrêmement... Est-ce que ça pourrait nous toucher, les immigrés? Bah bien sûr, c'est la première cible. C'est leur première cible. Ils font croire à tout le monde que parce qu'il y a des immigrés, les Français n'ont plus de boulot, mais en même temps, parce qu'il y a des immigrés qui ne font rien, les aides, et qui du coup profitent des aides, bah, il faudrait supprimer les aides. Sauf que déjà, le premier point, c'est qu'il faudrait savoir est-ce que les immigrés veulent le boulot ou est-ce qu'ils font rien? Déjà, juste sur ça, ils sont pas forcément cohérents. De s'attaquer aux binationaux qui ne jugent pas assez français. Une fois qu'ils se sont attaqués à ces binationaux, il faudra qu'ils trouvent d'autres personnes. Donc tous ceux qui sont européens d'origine, par exemple italienne, ce genre de choses qui se pensent en sécurité, bah non, parce que ce seront eux les prochains en fait à terme, sur le long terme. D'accord. Pas vraiment. Je pense que ce n'est pas un gage de crédibilité, en tout cas. Personnellement, Hollande, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. À la tête du pays, président de la République. Exactement. Bah, Hollande a quand même mené une politique de droite. On se rappelle, c'est lui qui avait proposé, par exemple, la déchéance de nationalité, ce qui avait fait grand bruit. Monsieur Mélenchon, oui. Est-ce que vous le gardez parmi l'une des têtes de ce parti, ce nouveau rassemblement? En tout cas, Mélenchon est une figure historique de la France insoumise. Et du coup, dans ce contexte-là, il va, je pense, probablement toujours être invité dans des médias. D'accord. Et ce genre de choses. En attendant, il n'est candidat nulle part. Le plus gros souci, c'est que quand on a un candidat comme Macron, qui fait pire que tous les autres et qui fait tout pour dépolitiser, ça ne pousse pas les gens à aller voter. Et même encore pire, ça fait même monter l'extrême droite, parce que toutes les personnes qui en ont marre de Macron vont souvent se tourner vers l'extrême droite. Un président jeune, est-ce que ça vous parle pas? Il vous représente pas? Franchement, il a dit toutes les phrases de vieux. Hein. Il est peut-être jeune, mais c'est seulement en apparence. Toute franchise, c'est l'image. Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes? C'est ça en fait la vraie question. Qu'est-ce que les jeunes veulent? Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Toi qui es la voix du peuple, parce que tu es sur le terrain, que veut le peuple? Macron ne cesse de nous dire depuis ses 2 mandats, il n'y a plus d'argent, les caisses sont vides, il faut continuer à aller travailler. Où vous allez aller trouver l'argent? Eh ben, l'argent, on va aller la trouver dans les personnes qui gagnent le plus en fait. Nous, on va répartir l'imposition, on va faire plusieurs couches. Et du coup, dans ces couches, ceux qui seront le plus imposés, ce sont ceux qui gagnent le plus. Na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza. Donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie musapinalisu mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant et ça musicate. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact.
les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hello, bonjour, Mbotenabino, c'est Miss Huguette, votre journaliste de l'émission La Vérité au pouvoir. Vous êtes sur la chaîne Solo La Vérité. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors, comme vous le savez, ici on parle de politique, d'actualité du pays et du monde. Vraiment, merci. Tout d'abord, merci pour toutes les personnes qui nous rejoignent, qui s'abonnent sur la page, très important. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Solo La Vérité Studio pour être informé en temps réel des informations du monde. Je tiens à vous remercier. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. On lit tout et on répond à tout. Merci à mon boss pour la confiance qu'il m'accorde de présenter cette émission. Comme vous le savez, je reçois sur mon plateau toute personne qui a l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour, voilà, de parler de l'actualité du monde, que ce soit un politicien ou un acteur politique, une personne qui, voilà, s'intéresse vraiment à tout ce qui concerne le monde. Vous êtes les bienvenus. Contactez-nous, le numéro s'affiche en bas de cet écran. Vous appelez, vous demandez à passer dans l'émission La Vérité au pouvoir chez Miss Huguette, vous serez bien reçu. Voilà, avant de vous présenter mon invité du jour, vous le savez, place à l'actualité du jour. Donc, nous sommes le 21 juin, ce qui marque le début de l'été, même si ça ne se voit pas encore, hein, nous sommes en été, et qui dit 21 juin dit la célébration de la fête de la musique. Donc, faites à tous les artistes, profitez de cette journée. Normalement, dans toutes les villes, communes, quartiers, il y a un peu de musique qui est proposée. Deuxième actualité du jour, on va passer à le président sénégalais. Il s'agit de M. Bassirou Diomaye Faye est à Paris pour la première fois. Voilà son premier déplacement où il rencontre le président français Emmanuel Macron, voilà, avec qui ils vont échanger sur différents sujets. Troisième actualité du jour, nous allons toujours en France parler d'une heure de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, voilà, qui va être organisée cette semaine dans les établissements scolaires, que ce soit les collèges, les lycées en France. Suite, voilà, c'est à la demande du président Emmanuel Macron, suite à un abus sexuel, excusez-moi pour le terme, qui a été commis cette semaine sur un enfant de 12 ans, très exactement, à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Voilà, on va aller un petit peu dans le monde. Juste avant, on va rappeler quand même qu'il y a, voilà, pour la première fois, un candidat, parce qu'on va parler aussi d'élection, qui s'appelle Nolan Laurent, qui vient juste d'être âgé de 18 ans, qui se présente aux élections législatives, qui n'a pas de couleur de parti politique. Et actuellement, il était en train de, voilà, présenter ses épreuves d'examen en tant que bachelier. Donc, il a voilà, présenté ses examens de philosophie, hein, c'était la première matière qui a eu lieu. Voilà, il est dans la 5e circonscription à Doups. Voilà, il appartient à aucun parti, il dit qu'il est centriste, ni de droite ni de gauche. J'espère l'avoir très prochainement sur mon plateau. En tout cas, toute l'équipe fait en sorte de nous recevoir les différents candidats pour vous donner, voilà, le choix. Nous allons en Arabie Saoudite, plus précisément, voilà, vous le savez, il y a le pèlerinage qui se fait chaque année et là, plus de 900 personnes sont mortes.
922 personnes très exactement, suite voilà, à un seuil, un pic de chaleur qui a eu lieu. Voilà, plus de 52 degrés Celsius, c'est beaucoup trop pour le corps. Et voilà, ça a été très dangereux. Je m'en vais en RDC, République démocratique du Congo. Nous allons parler de la démission de la ministre déléguée à l'environnement. Il s'agit de Madame Stéphanie Mbombo pour des raisons personnelles de convenance. Elle a décidé de démissionner de son poste. Un communiqué a été fait dans ce sens, un communiqué de presse en date du 18 juin. Et pour terminer, nous allons parler du décès, revenir sur le décès de la servante de Dieu, Maman Blanche Tounassi, décédée le mercredi 12 juin voilà, en Turquie, et qui a été enterrée à Kinshasa lundi 24 juin. À Kinshasa, nous présentons nos condoléances au pasteur Marcelo Tounassi, à sa famille, à l'église La Compassion et à toutes les personnes, voilà, les enfants, la famille biologique et la grande famille chrétienne. Voilà, les informations faites, je me tourne auprès de mon invité du jour, que je salue, Valentin Poru. Bonjour. Bonjour, Miss Huguette. Ça va? Ça va bien, et vous? Oui, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, nous, on a eu le temps d'échanger, je te suis, on a eu le temps déjà de se rencontrer. Mais pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, on aimerait revenir un petit peu à la jeunesse. Qui est Valentin? Ou voilà, quelles sont ces différentes casquettes? Et pour qu'on parle de politique ensemble, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Valentin, moi, du coup, je me suis engagé politiquement il y a 2 ans pour espérer en tout cas changer le monde. En tout cas, je me bats dans ce sens-là. Comme beaucoup de personnes de mon âge ou plus jeune, j'ai 30 ans d'ailleurs, je le précise. Je vis comme tous ces jeunes, je joue beaucoup aux jeux vidéo, j'aime regarder des films et ce genre de choses. Et en milieu de tout ça, il y a aussi l'actualité politique qui pour moi me semble important parce que les jeunes ont tout intérêt à s'en emparer, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne votent pas. Et c'est un gros problème parce que ceux qui sont le plus représentés, c'est les personnes les plus âgées. Et c'est concrètement du coup un peu elles qui décident pour le pays, donc à la place de la jeunesse. Et sinon, je suis co-secrétaire du parti de gauche de l'Essonne. Et concrètement, c'est tout. J'ai été représentant par le passé de Jeune Nupesson. Donc vous avez reçu Ivan la semaine dernière, qui est lui représentant actuel. Et moi, je ne le suis plus parce que j'ai 30 ans et au bout d'un moment, il faut quand même partir des organismes de jeunesse. Très très bien, en tout cas, de grosses responsabilités, co-secrétaire du parti de gauche. Waouh! Valentin Poru, moi j'ai vu en cherchant ta biographie, une présentation, en fait, tu t'es présenté en tant que sénateur. C'est exact, j'étais 3e de liste sur la liste de la France Insoumise en Essonne. Très bien. Voilà, donc, s'il y avait eu un élu, je n'aurais probablement pas été, ça aurait été sûrement la tête de liste, donc Mathieu Hilaire. Donc tu étais venu faire un peu barrage. Voilà. Ça s'est bien passé? La liste de la France Insoumise a fait 114 voix, et l'autre liste d'Union de la Gauche, on a fait un peu plus de 600, et eux ont eu un élu. Très bien. On reviendra peut-être dessus, mais aujourd'hui, si on te reçoit et qu'on reçoit de nombreux candidats, c'est pour vous donner la parole. On a eu, il y a quelques semaines, pas mal de mouvements. Oui, on a eu Yvan sur ce plateau, qu'on salue d'ailleurs, s'il nous regarde. Alors, les élections bougent, il y a des grincements de dents, il y a des arrachages de cheveux, vous avez perdu du poids, je vois des rides, je vois plein de choses là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on avait les élections européennes qui sont passées où très largement RN a remporté de l'élection européenne. Pourquoi ce choix de dissolution de l'Assemblée nationale? Je pense que le président Macron a beaucoup réfléchi à dissoudre l'Assemblée et qu'il l'a fait dans l'espoir de diminuer le nombre d'élus à gauche, parce qu'en faisant une dissolution de l'Assemblée le soir d'un scrutin où le Rassemblement national, donc je rappelle parti issu du Front National, fait un tel effort, l'objectif est clairement de leur donner des sièges. En tout cas, c'est vrai que tout le monde l'a compris, donc peut-être même la majorité de l'Assemblée, ce qui serait une catastrophe, puisque du coup ils auraient un Premier ministre de leur couleur, donc probablement M. Bardella. Et en faisant ça, ils devaient avoir sûrement l'espoir que la gauche parte divisée, et donc de gagner des sièges sur les circonscriptions que nous, à gauche, nous perdrions, parce que sûrement avec l'espoir que la gauche appellerait à voter pour ces candidats s'ils sont face au Rassemblement national. Parce que je rappelle que beaucoup de
candidats en 2022 de Macron, n'ont pas fait à l'égard de la NUPES, laissant dans certaines circonscriptions le RN gagner, comme ce fut le cas en Essonne par exemple. Et sauf que ce qu'il n'avait peut-être pas anticipé, c'était que la gauche allait réussir à s'unir aussi rapidement et à s'organiser aussi rapidement, parce que là du coup nous sommes sous l'étiquette Front Populaire, tous unis, un seul candidat de gauche par circonscription, et d'après les sondages, nous talonnons à 1 point environ le Rassemblement national. Donc pour Macron, en tout cas pour le moment, ce n'est pas une stratégie gagnante, mais je pense qu'il n'a pas grand-chose à faire et qu'une majorité RN lui irait tout aussi bien. Waouh. On va revenir justement, tu nous parles de sondages. Je suis un petit peu allé faire mes enquêtes et puis on le voit, chaque année, chaque élection, ce qui revient, c'est le taux d'abstention. Moi, je regarde en 2022, les dernières élections, où il y a eu 48% d'absentéisme, d'abstention. C'est bien ça? C'est ça. Les chiffres sont là, vous pouvez aller vérifier. 48%. C'est quasiment la moitié de la population qui s'est sentie, on va dire, un peu désintéressée ou peut-être déçue. Quelle est ta lecture, ton interprétation de ces chiffres? Effectivement, en fait, il y a plusieurs lectures. C'est effectivement environ 48. Il y a la déception. Il y a beaucoup de personnes, ça arrive des fois, moi, en tant que militant, on va toquer à des portes, on donne des tracts sur des marchés. Il y a des personnes qui parfois nous parlent qu'avant ils étaient militants par le passé ou qu'ils ont voté par le passé. Par exemple, ça parle de gauche plurielle. Et ils nous disent, en fait, on n'a jamais gagné, ou alors ils ont toujours trahi une fois arrivés au pouvoir. Et du coup, il y a cette partie de personnes-là. Il y a aussi toute une autre partie de personnes où on leur a toujours fait comprendre que la politique, c'est pas pour eux. La politique, c'est pour les grands, la politique, c'est pour d'autres. Et du coup, c'est pas pour eux. Du coup, ils ne s'y intéressent pas parce qu'ils pensent que de toute façon, soit c'est pas pour eux, soit leur vie ne va pas changer, ça ne va rien changer à leur vie. Et en plus de ça, ces personnes ont aussi leurs problèmes à eux. Il faut qu'ils puissent manger, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils puissent emmener leurs enfants à l'école et tout ça. Donc, toutes ces personnes n'ont pas non plus forcément le temps de penser politique tout le temps, de réfléchir à tout ça. Et du coup, le plus gros souci, c'est que quand on a un candidat comme Macron, qui fait pire que tous les autres et qui fait tout pour dépolitiser, ça ne pousse pas les gens à aller voter. Et même encore pire, ça fait même monter l'extrême droite, parce que toutes les personnes qui en ont marre de Macron vont souvent se tourner vers l'extrême droite. Waouh. Je voudrais revenir sur un mot que tu as dit, Emmanuel Macron. On est entre nous, ici c'est la vérité au pouvoir, on se dit la vérité, rien que la vérité. Ça va? Alors, il fait pire que les autres. Emmanuel Macron, qui sont les autres et qu'est-ce qu'il a fait de pire? Il allait beaucoup plus loin que tout le monde, franchement. Le président Macron, si on devait le comparer par exemple avec François Hollande avant, du coup Hollande qui lui avait clairement trahi vis-à-vis de ses idées et ce pourquoi il avait été élu, il n'a pas du tout mené son programme. Il a mené ce qu'on peut dire un programme de droite, à tel point qu'il y a eu une fronde quand même contre lui à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand ta propre majorité de députés se ligue contre toi. Donc c'est quand même un événement assez rare. Monsieur Sarkozy, on se rappelle de sa fameuse phrase du Karcher, par exemple, qui lui avait aussi mené des politiques économiques récessives, qui rendaient les pauvres encore plus pauvres. Macron, il a réussi à aller encore plus loin que tout ça, à rendre les pauvres encore plus pauvres. On pense notamment à la réforme du RSA, qui touche tout le monde, et qui du coup va pousser les gens au RSA à accepter n'importe quel boulot, dangereux ou pas. Parce qu'il y aura des contraintes maintenant, c'est ça? C'est ça, il faut faire au moins 20 heures de travail. Il faut travailler au moins 20 heures par semaine. Par semaine? Par semaine, oui c'est ça, sur un boulot qu'on n'a pas choisi, pour pouvoir avoir accès au RSA. Donc le RSA c'est environ 587, on va dire 600 €. On va dire c'est pas suffisant pour vivre. Et donc il demande aux gens d'aller travailler 20 heures pour ces 600 €. Donc c'est clairement de l'exploitation. Donc il exploite les couches les plus pauvres de la population pour qu'ils puissent toucher au RSA. Donc on pense par exemple à ça. Il y a la réforme chômage qui va aussi avec. Et tout plein d'autres réformes. Par exemple, il a refusé d'augmenter les salaires, il a refusé de geler les prix. L'inflation, il me semble que les salaires n'ont pas été exactement alignés sur l'inflation, elle est galopante. Donc en tout cas, Macron fait tout pour que les pauvres soient encore plus pauvres et qu'il n'ait pas d'autre choix que d'être pauvre et d'accepter les règles qu'il leur donne, sinon on meurt de faim en fait. Donc déçu des deux mandats d'Emmanuel Macron? Bien sûr, moi je n'ai pas voté pour lui en tout cas, enfin pas au premier tour. Il est là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il est là. Mais il se bat, il est jeune. Tu parlais que les jeunes se sentent désintéressés de la politique. Nous avons un président jeune. Est-ce que ça ne vous parle pas? Il ne vous représente pas? Franchement, il a dit toutes les phrases de vieux. Il est peut-être jeune, mais c'est seulement en apparence. Parce que clairement, il fait comme tous les autres. Il a des phrases qu'on classe de réac.
Il aime bien balancer des pics aux gens. Moi, je me rappelle très très bien quand il parlait des Gilets jaunes, quand il leur a dit qu'ils viennent me chercher. C'est très facile à dire quand on a un mur de... C'est provocateur. Ouais, c'est provocateur. Et devant lui, il a plein de gardes du corps. Jamais personne ne pourra aller le chercher. Et pourtant, ça lui a pas empêché de se prendre 2 claques depuis qu'il est en poste. Mais toutes ces petites phrases, en fait, c'est surtout qu'il est méprisant. Et donc les jeunes, je pense qu'ils ne se sentent pas représentés par lui. Surtout, on ne peut pas être représenté par lui, surtout qu'il ne comprend de toute évidence pas la jeunesse. Quand on voit les réformes de l'éducation qu'il fait, il ne comprend pas la jeunesse, il n'a pas été dans les mêmes écoles que les jeunes d'aujourd'hui, et il n'en a clairement rien à faire en tout cas. Mais pourtant, tu me dis, il ne comprend pas la jeunesse. Dans son équipe, il a essayé de rajeunir un peu ce gouvernement. Quand on voit son Premier ministre, voilà, M. Attal, tout ça, non? Ouais, mais ça, c'est de l'image. Toute franchise, c'est de l'image. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? C'est ça, en fait, la vraie question. Qu'est-ce que les jeunes veulent? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Toi qui es la voix du peuple, parce que tu es sur le terrain, que veut le peuple? Les jeunes, ils veulent pouvoir faire des études sans contrainte. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ne pas avoir à travailler en même temps qu'on fait des études. Pouvoir aller à la fac gratuitement, que tout soit payé. Parce que c'est pareil, on peut lancer le débat de qu'est-ce que l'école publique? Est-ce que l'école publique, c'est juste aller dans une classe et ne rien avoir à payer? Mais on peut aussi rentrer dedans. L'école publique, c'est quand tes affaires sont payées, un stylo payé, une trousse payée, un cahier payé. Et Macron, lui, tout ça, il ne le comprend pas parce que d'ailleurs, il favorise la privatisation de l'école, notamment avec sa ministre, dont j'ai oublié le nom, qui a tenu des propos complètement hors sol vis-à-vis de l'école publique. Et on voit bien en plus que l'école publique s'effondre, qu'il faut payer davantage. Et par exemple, au lycée, là, avec la réforme qu'ils ont faite, ça va être catastrophique parce que ça demande plus de profs, alors qu'eux, ils suppriment des postes de profs. Et du coup, il va y avoir encore plus d'élèves par classe. Donc, surcharge des classes. Surchargé. Difficile de bien apprendre, c'est ça? C'est ça. Tous les élèves en difficulté. Moi, j'ai été un élève en difficulté pendant très longtemps, donc je peux en parler. Tous les élèves en difficulté vont juste se sentir mis de côté, délaissés. Ça va d'ailleurs favoriser la dépression. Moi, c'est ce que j'ai eu à l'école. Et du coup, quand on voit que des élèves se suicident, en fait, tout ça, c'est lié. Parce qu'ils sont déprimés parce qu'ils se trouvent nuls à l'école, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de bonnes notes, parce qu'ils ne peuvent pas être aidés. Du coup, on connaît aussi, ils peuvent être moqués à cause de ça et ce genre de choses. Donc en fait, tout ça, ça découle directement de la responsabilité en fait, du gouvernement et des politiques qu'il mène. Ils sont clairement en train de détruire l'école publique. Donc tout ce qu'on voit là, ces carences psychologiques qu'on vit, des dépressions, toutes ces maladies, les suicides, comme je viens de dire, peuvent être causés déjà dès les études, ce rejet, cet abandon, cette exclusion. Et si on ne suit pas ça, c'est ce qui conduit après à tout ce qu'on voit par la suite, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, moi j'ai dit que j'avais été en dépression à cause de l'école, bien sûr que du coup à titre personnel, j'ai eu des pensées suicidaires à cette époque. Je vois, si je prends juste mon entourage, je vois aussi dans ma famille ma petite sœur qui a traversé à peu près les mêmes étapes, elle les a eues aussi. Et quand on élargit et qu'on pose directement la question à des gens, comment vous avez vécu votre scolarité, il y en a très peu qui disent vraiment très très bien, c'était génial, les meilleures années de ma vie. Mais pourtant, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Si on parle du Crous, vous avez des logements pour les étudiants, vous avez des bourses, vous avez pas mal d'accompagnement. Les bourses, tout ça, c'est petit à petit supprimé. Moi, je repense aux APL, par exemple, en 2018, 5 € d'APL, peut-être que tu en as entendu parler. En 2017 ou 2018, 5 € d'APL. Les 5 € d'APL qui ont été supprimés par le gouvernement Macron, donc qui devaient directement aller aux étudiants. Et du coup, toujours dans cette démarche, vu que Macron n'a toujours rien à faire des étudiants, beaucoup plus récemment, pour les JO, vu qu'il aime beaucoup les étudiants, il a décidé de les virer de leur appartement pour les touristes. Ça, voilà. C'est quand même quelque chose de compliqué. Mais est-ce que, quand on dit ça, en juillet, les étudiants sont censés retourner dans leur famille puisque c'est les vacances? Peut-être qu'ils travaillent aussi. Par exemple, si on prend du coup pour Paris, les étudiants, ils peuvent travailler sur Paris pendant l'été pour financer justement leurs études. Ils peuvent aussi tout simplement rester parce qu'ils n'ont peut-être pas non plus trop d'argent pour partir en vacances ou ce genre de choses. Donc là, tous les logements d'étudiants ont été réquisitionnés pour les JO. Ils ont réquisitionné les appartements d'étudiants pour les JO, oui, justement. Ouais, pour permettre aux touristes, aux sportifs, à toutes ces personnes qui viennent par rapport aux JO. Ok. Emmanuel Macron, quels sont les retours par rapport à la dissolution, par rapport à l'échec? Parce que le RN monte en flèche, mais c'est un échec pour vous, la gauche. Comment c'est un échec pour nous, la gauche? Aujourd'hui, où est la gauche? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gauche? On ne vous entend plus. Alors, tu nous as parlé d'une fusion. On a parlé du Front National, du Front Populaire, Front Populaire. C'est ça, le Front Populaire, c'est ça. Voilà. Front Populaire. C'est l'union de tous les partis de gauche pour ces élections législatives. Oui.
Et du coup, dans cette union, il y a tous les partis et tous ceux qui voulaient venir. Donc par exemple, il y a la France Insoumise, il y a le Parti Socialiste, il y a les écologistes, il y a le PCF, il y a même Place Publique de Glucksmann, pour vous dire à quel point c'est assez large. Puis après, plein d'autres petits partis comme le NPA, par exemple. Ah, voilà. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Merci la régie, merci à Gounosco, très réactif. Et du coup, on a réussi à s'unir et depuis, on fait quand même beaucoup de bruit. Les gens savent très bien qui nous sommes. Quand je vais toquer à une porte et que je dis Front Populaire, la plupart des gens, ils voient très bien ce que c'est. Qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas, hein, d'ailleurs. Ils ont tout de suite identifié. Donc nous, on défend un programme de gauche qui visiblement fait peur à Macron parce qu'il l'a taclé plusieurs fois dans des conférences de presse. Il faut croire qu'il préfère tacler notre programme plutôt que celui du RN. Donc, non, franchement, on a réussi. Je suis plutôt content de cette alliance. Et quand on voit ce nouveau Front Populaire, parce qu'il existait déjà, mais avec ces nouvelles alliances, est-ce qu'on voudrait savoir, Monsieur Mélenchon, oui. Est-ce que vous le gardez parmi l'une des têtes de ce parti, ce nouveau rassemblement? En tout cas, Mélenchon est une figure historique de la France Insoumise. Et du coup, dans ce contexte-là, il va, je pense, probablement toujours être invité dans des médias. D'accord. Et ce genre de choses. En attendant, il n'est candidat nulle part. Et pour ce qui est du coup du Premier ministre, parce que vous vous rappelez, en 2022, oui. On avait fait candidat sur Mélenchon, Premier ministre, avec la NUPES. En tout cas, pour le Front Populaire, aucun candidat à ce poste n'a été défini. Et on estime que le parti qui aura le plus d'élus à gauche à l'Assemblée nationale, en cas de majorité du coup du nouveau Front Populaire, décidera du Premier ministre. Très bien. Moi, je pense que les choses devraient mieux se passer parce qu'on voit que vous avez un sauveur, un Moïse. Si je te parle de Monsieur Hollande, tu en as parlé tout à l'heure, Hollande le retour. Hollande le sauveur. Hollande le sauveur, le Moïse. Ah bah, personnellement, Hollande, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Parti de gauche, Hollande. Non, Parti socialiste. Pardon? Parti socialiste, pardon, oui, il faut bien préciser les choses. Parti socialiste qui était à la tête du pays, président de la République. Exactement, Hollande a quand même mené une politique de droite. Hein. La loi travail, par exemple, la loi El Khomri à l'époque, en 2016, c'est lui. Ça vient de lui. Manuel Valls aussi qui a mené des politiques de droite, voire d'extrême droite, parce que, Monsieur Hollande, parce que Manuel Valls, on se rappelle, c'est lui qui avait proposé par exemple la déchéance de nationalité, ce qui avait fait grand bruit. Tout ça, c'est fait sous la présidence de Hollande directement. Donc, son retour parmi vous ne te fait pas plaisir? Pas vraiment. Je pense que ce n'est pas un gage de crédibilité, en tout cas. Et, il a de l'expérience, il connaît les adversaires, il connaît un petit peu tout ce milieu-là, il pourrait vous apporter quelque chose. Ouais, mais on sait ce qu'il a fait, on sait qu'il a trahi. Après, il a trahi? Oui, moi j'estime vraiment qu'il a trahi. Il a tué, à mon sens, la gauche. En tout cas, en 2017, la gauche n'existait plus. Hein. C'était à peine 60 parlementaires dans l'Assemblée nationale. Et quand on disait qu'on était de gauche, tout le monde nous insultait. Donc maintenant, ce n'est plus le cas. Mais oui, il a vraiment tué la gauche. Donc, Mais comment tu peux dire qu'il a trahi? Il était candidat de gauche. C'était un président candidat de gauche. S'en est suivi d'autres successeurs. Non? Tu n'as pas vu de différence entre les présidents que nous avons actuellement et lui? On va dire qu'on préfère quand même un Hollande à un Sarko, c'est sûr. En attendant, il a quand même mené une politique de droite. Une politique pareil, économique qui était contre les pauvres, alors qu'on se rappelle qu'il disait que dans sa campagne, le changement c'est maintenant et que son ennemi c'est la finance. Son ennemi c'était plutôt les pauvres, en toute franchise. Il y a eu beaucoup de manifs sous François Hollande, alors que normalement, quand il y a un président de gauche, même si on doit toujours les contester et réfléchir à ce qu'on veut, il est quand même censé y en avoir moins. Et voilà, puis c'est Hollande, de Hollande vient quand même Macron, c'est lui qui l'a mis en poste. Il était ministre de l'économie, Macron. Donc quand on voit la politique aujourd'hui que mène Macron, qui est clairement une politique de droite, même parfois d'extrême droite sur certains sujets, on ne peut pas se dire que Hollande a vraiment mené une politique de gauche. C'est pour ça que je dis qu'il a trahi, parce qu'il n'a pas mené la politique qu'il avait promis, il est même plutôt parti à droite. D'accord. Que dit le peuple, le retour de tout ce qui se passe là, des coalitions, des unions que vous avez faites? Que dit les sondages aussi, parce qu'il y a des sondages prévisionnels à venir. Les élections législatives, premier tour aura lieu le 30 juin, c'est bien ça? Et le deuxième tour le 7 juillet. Exactement. Très bien. Il y a déjà des sondages prévisionnels qui sortent? Bien sûr. Il y a, pour le moment, le RN serait à 29,5% et nous, du coup, la Nouvelle Union Populaire, on serait à 28,5%, ce qui est vraiment très peu comme écart.
surtout du coup, à l'échelle du pays. Donc à l'Assemblée nationale, les projections disent qu'en gros, on aurait environ 280 députés, le RN en aurait environ 300. Donc vous vous êtes réveillé, là, ça commence à remonter. oui, là. oui, Ça a été une bonne chose, cette union voilà, cette unité qu'il y a eu avec ce nouveau Front populaire, ça a été une bonne chose. Bien sûr, bien sûr. Superbe. On va aussi parler des différents partis, parce qu'ici, nous donnons aussi la possibilité, il y a différents téléspectateurs et il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne. Toi, tu es venu parler au nom de ton parti, au nom de la couleur que tu défends, mais je dois t'en parler. Je demanderai à Gounosco de pouvoir nous mettre une emblème du Front National. Quand je te parle de Marine Le Pen. Ah. Marine Le Pen. C'est pas vraiment notre amie Marine Le Pen. Ah bon? Non, pas trop, non. Une femme. Ah ouais, écoutez, c'est une femme misogyne quand même. Donc bon, voilà Madame Le Pen. Merci, la régie. Ouais, donc de parler de Marine Le Pen, écoute... Une femme forte? Ouais, non. Je sais pas si c'est une femme forte, en tout cas, moi c'est peut-être pas le terme que j'expliquerais. Elle vous fait peur? Moi j'ai l'impression qu'elle vous fait peur. Elle fait peur quand elle est en position de gagner. Là, elle est en position de gagner. Si elle n'était pas en position de gagner, en toute franchise, elle ferait pas peur. Elle, avec l'union de Bardella, c'est... Ouais, Bardella, c'est clairement son poulain. Mais du coup, que dire sur le Rassemblement National? C'est un parti qui, son seul programme, c'est la peur en fait, parce qu'il n'a pas de propositions concrètes, mis à part faire peur aux gens, mis à part être raciste, mis à part parler de xénophobie et dire des choses qui font les gros titres. En plus, avec du coup tout ce vide, ils sont constamment invités sur tous les médias et ça c'est assez insupportable. On pense à Cyril Hanouna qui a été rattrapé plusieurs fois par le CSA, tout voilà, par le CSA, oui, tout à fait. Parce qu'il invitait apparemment trop de personnes d'extrême droite. Ah oui, il y a un quota en norme. En termes de temps, ils ne peuvent pas leur donner plus de visibilité que vous autres. Ça doit être vraiment justement réparti. Oui, c'est ça. Et puis Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. Son père, c'était Jean-Marie Le Pen, de la même famille que Marion Maréchal Le Pen. Ouais. Tout ça, on les entend tous dire les mêmes choses. C'est juste que parfois, ils ne sont pas trop d'accord sur rien parce qu'ils n'ont pas de programme. Et du coup, comment ça, ils n'ont pas de programme? Ils n'ont pas de programme. Ils sont en train de monter, ils n'ont pas de programme. C'est la peur. Dis-nous, il y a des... Comment on peut dire? Ils nous font des propositions. S'ils sont élus, ils vont... Tu sais, il y a eu beaucoup de taux d'abstentéisme parce que les gens ont un peu déserté. Les gens ne croient plus en la politique. Vous promettez des choses et arrivez au pouvoir, on ne voit rien. Mais eux disent des choses. Est-ce que ça pourrait se réaliser? Dis-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'ils promettent, parce que les gens ne se rendent pas compte des enjeux, certainement. Une fois élus, imaginons ce schéma-là. Marine Le Pen avec Bardella, voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Déjà, ça va... Au-delà déjà, avant même de parler des politiques qu'ils feraient, ça va normaliser le racisme. Du coup, toutes les violences qui vont avec, on le voit. Tu le dis clairement, le mot racisme. Le racisme, ils sont xénophobes, faut le dire. Voilà. Donc toutes les violences qui sont liées à ça, que des groupuscules mènent, ce sera normalisé. On le voit par exemple à Lyon. Il y a déjà beaucoup de milices d'extrême droite qui font des descentes, qui vont taper des personnes clairement qui ne sont pas blanches. Et la police leur dit trop rien. Et on sait en tout cas si elle est élue, que ce genre d'acte va encore plus se multiplier, ça va être encore plus normalisé. Et puis, c'est clairement pas ce qu'on veut, nous, on n'a pas envie. Valentin, ici, tu es sur la chaîne Solo la Vérité. Nos téléspectateurs sont du monde entier, mais on va se dire les choses. Une grande concentration d'immigrés. Est-ce que ça pourrait nous toucher, les immigrés? Bien sûr, c'est la première cible. C'est leur première cible. Ils font croire à tout le monde que parce qu'il y a des immigrés, les Français n'ont plus de boulot, mais en même temps, parce qu'il y a des immigrés qui ne font rien, les aides, et qui du coup profitent des aides, il faudrait supprimer les aides. Sauf que déjà, le premier point, c'est qu'il faudrait savoir est-ce que les immigrés veulent le boulot ou est-ce qu'ils font rien? Déjà, juste sur ça, ils ne sont pas forcément cohérents. Et ensuite, est-ce que le problème, c'est vraiment les gens qui, entre guillemets, abuseraient du coup de ces aides? Personnellement, je ne pense pas. Donc, c'est évidemment les immigrés qui seraient les premiers visés. Et il ne faut pas s'y tromper. Ces personnes, pour rester au pouvoir, ils ont besoin de la peur. Donc, une fois, admettons, ils sont au pouvoir, comme tu dis. Une fois qu'ils ont du coup fait ce qu'eux, ils appellent la politique de réémigration, donc renvoyer les immigrés dans leur pays, comme ils le disent, ils vont s'attaquer à qui? Ils vont s'attaquer aux binationaux. Parce que du coup, ils ne sont plus assez français. Donc, ils vont s'attaquer à ces personnes. Il y a même
une personne du RN qui avait dit sur un plateau télé qu'ils supprimeraient, ils interdiraient même la binationalité en France. Cette mesure était effectivement dans leur programme. Bon, leur programme, il n'est pas très grand, mais dedans, il y avait cette mesure, entre autres. Oui. Ils l'ont supprimée et cette personne n'était pas au courant. Donc ça prouve bien que malgré tout, dans leur tête, ils ont toujours cette envie-là de s'attaquer aux binationaux qui ne jugent pas assez français. Et une fois qu'ils se sont attaqués à ces binationaux, il faudra qu'ils trouvent d'autres personnes. Donc tous ceux qui sont européens d'origine, par exemple, italienne, ce genre de choses qui se pensent en sécurité, bah non, parce que ce seront eux les prochains en fait à terme, sur le long terme. Ça se passe toujours comme ça. Quand l'extrême droite ont le pouvoir, ils agissent toujours comme ça. Donc leur première cible là, ce serait d'abord s'attaquer aux immigrés. Bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, les immigrés viennent ici pour travailler, contribuent beaucoup, apportent beaucoup, cotisent. Hein, les charges sociales, on les a tous pareilles. Hein. Et il y a des aides, on entend dire, ils n'auront plus les mêmes aides, l'AME, l'aide médicale de l'État va être supprimée pour eux, les soins, ils n'auront plus les mêmes aides. Il pourrait en arriver vraiment là? Oui, bah en tout cas, c'est clairement... Enlever les allocations, les APL, plus de priorité d'HLM pour les immigrés. Il pourrait vraiment en arriver là? Oui, de toute façon, c'est même Darmanin qui est d'extrême droite. Oui. Même si, encore une fois, hein, c'est Macron qui l'a mis et c'est pourtant une personne d'extrême droite. C'est bizarre le lien quand même. Du coup, donc Darmanin, lui, il avait déjà fait passer, ou essayé de faire passer une loi pour supprimer les aides des personnes, enfin des familles dans lesquelles il y avait des personnes d'origine étrangère qui posaient problème. Ah, ça a commencé déjà. Donc ça a déjà commencé, mais on peut aussi, il y a d'autres mesures aussi. Vas-y, dis-nous-en certaines, dis-nous-en. On pense par exemple à la mesure du RSA, comme j'ai déjà parlé plus tôt. Et par exemple, mais même... C'est en train de disparaître, le RSA aujourd'hui, trop de contraintes. Hein. C'est ça, mais petite parenthèse sur le RSA, même les personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui travaillent et qui ne gagnent pas assez, qui du coup... Pouvaient compléter avec le RSA. Avec le RSA, voilà. Moi je suis dans ce cas par exemple, donc je peux le dire, sont également touchés par cette règle. Voilà. Donc voilà, je me suis un petit peu perdu, je ne sais plus comment j'ai commencé. Tout ce qui peut sauter pour les immigrés. Ah oui. Donc déjà, dès qu'une personne du coup non française a quelqu'un dans sa famille qui ferait du coup des bêtises, qui jugerait eux des bêtises, il leur supprimerait les aides, et ce qui du coup leur permet de vivre. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on est une personne immigrée, c'est compliqué de trouver du boulot. Et il y a beaucoup de familles monoparentales aussi. Aussi, c'est ça. Surtout pour les jeunes délinquants, on fait ce qu'on peut, mais avec l'influence extérieure. Donc ils seraient prêts, et ils vont supprimer les aides à ces familles dont l'enfant fait des bêtises. Ouais, ils en ont très très clairement, en tout cas ils en ont très clairement envie. Ils l'ont dit. Enfin, moi je trouve ça terrifiant parce que au-delà de ça, c'est des considérations humaines en fait directement. Ça veut dire que eux dans leur tête, même s'ils se défendent de dire qu'ils sont dédiabolisés, ils sont pas racistes, ils font clairement un classement des êtres humains en fait. Et visiblement, moi on est blanc, moi on a le droit de vivre. Donc non, enfin concrètement c'est tout. Vraiment c'est la base de leur programme, c'est la peur, le racisme. Depuis ces derniers temps, on a vu de nombreuses marches multipliées. Je n'en ai jamais vu autant, je ne sais pas pour toi. Les gens sont dans les rues, nombreux, en train de manifester face à tout ça. Tu peux nous en parler? Oui, j'en ai fait du coup quelques-unes. Et c'est vrai que... C'était quoi l'objectif des marches? C'est des marches du coup antiracistes, antifascistes même. C'est le terme exact parce que le RN... même si eux, ils se défendent de ne pas l'être, on estime que c'est un parti fasciste. Et du coup, c'est de montrer l'opposition du peuple contre le RN et leurs idées, donc aussi également contre Conquête, hein, mais bien évidemment. Et en toute franchise, j'avais fait les manifs pour la loi, c'est moi, pour la loi retraite. Oui. Elles étaient remplies. Et depuis, j'avais pas forcément fait beaucoup d'autres manifs qui étaient aussi remplis. Et là, quand je suis allé dans ces manifs-là, du coup antifasciste, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, ça fait plaisir de voir que les gens se mobilisent. Ils se mobilisent au-delà des partis politiques, en fait. Les partis politiques, finalement, ne sont que des outils pour défendre des idées. Et donc, les gens se sentent concernés, en fait, par ce qui se passe dans le pays, directement, et sentent vraiment que c'est l'avenir qui est directement en jeu. De toute façon, on l'a vu, les différents influenceurs qui, habituellement, soit ne prennent pas position, soit essayent de se lisser, là, ont pris position. Je pense notamment, par exemple, à Squeezie, ce qui est quand même extrêmement rare de le voir s'exprimer sur ce genre de sujet. Et il y en a plein d'autres auxquels je ne pense pas, et même des footballeurs qui habituellement essayent, pareil, de ne pas trop dire, l'équipe de France, entendre Marcus Thuram dire que toute l'équipe de France est d'accord avec lui quand il dit qu'il faut faire barrage au RN, ou entendre Mbappé dire qu'il espère
que si la France va en finale de l'Euro, il sera toujours fier de porter le drapeau de l'équipe de France. C'est des messages forts. Hein. C'est des messages forts. J'espère que ça va faire voter les jeunes. Bah oui. On voit aussi pour la première fois, en tout cas, un syndicat qui ouvertement invite les gens à aller voter massivement et clairement contre le RN, le syndicat la CGT. Hein. Oui. Qui a fait aussi cette déclaration cette semaine, c'est la première fois. Donc tout le monde essaie vraiment de se lever et tenir bloc face à ce qui pourrait arriver parce que les gens pensaient qu'on n'était pas concerné avec les élections européennes, mais ça sera une suite logique. Déjà, tous les sièges qu'ils auront en Europe, il y aura des conséquences pour la suite, il faut se le dire. Bien sûr, mais toutes les élections concernent tout le monde. Voilà. Par exemple, du coup, les européennes, moi, ce que je disais beaucoup aux gens quand j'allais toquer à leur porte et qui me disaient non, mais moi, ça ne me concerne pas. Bah, en fait, on a tous vu que l'électricité avait augmenté, mais où est-ce que ça s'est décidé ça? Ça s'est décidé au Parlement européen. Ça commence en haut. C'est ça, c'est là-bas que ça a été voté. Et du coup, bon, nous, nos parlementaires du coup, de gauche, ils ont voté contre ça. Mais du coup, ça s'est décidé là-bas. Et du coup, ça se retrouve concrètement jusque dans nos loyers. C'est nous qui payons maintenant. Voilà. Et pareil, à l'Assemblée nationale, tout ce qui s'y décide, et bah, ça se répercute directement chez nous. Quand ils ont refusé d'augmenter les salaires ou de bloquer les prix, et bah derrière, nous, on galère à manger, on galère à vivre, même quand ils ont refusé, par exemple, parce que du coup, les hôpitaux, on peut parler des hôpitaux. Oui. Macron a refusé de... comment dire? En fait, il se désinvestit des hôpitaux, il enlève de l'argent pour ses services publics. Du coup, ça fait que les hôpitaux tombent en ruine. Par exemple, à côté de chez moi, il y a l'hôpital de Longjumeau, il y en a aussi à Corbeil, il me semble. Oui. Il y a celui de Juvisy qui a déjà fermé, enfin je parle de l'Essonne, parce que je viens d'Essonne. Oui. Mais c'est comme ça dans toute la France en fait. D'accord. Et comment on le ressent en arrivant dans un hôpital? Bah, quand on arrive dans un hôpital, on le ressent en attendant par exemple 6 heures, voire plus, dans une file d'attente pour se faire soigner quelque chose en urgence. Du coup, bah, on a le temps, ça a le temps d'empirer. Mais ça a toujours été les longues attentes dans les hôpitaux? Pas autant que maintenant. Il y a un vrai manque de personnel. Il y a des lits qui sont fermés aussi. Donc ça veut dire que, par exemple, tu as quelque chose de grave, tu vas à l'hôpital, bah, on va peut-être pas te garder la nuit en observation, on va peut-être plutôt te renvoyer chez toi. Et par exemple, moi du coup j'habite en Essonne, l'hôpital de Longjumeau c'est mon hôpital dans lequel je suis censé aller si j'ai un souci, et ben il va fermer, il est en train de fermer. Et d'ailleurs mon candidat pour les législatives, M. Amadou Deme, se bat pour sa réouverture. Mais quand il va fermer, moi je vais être obligé d'aller à Orsès, qui est à 30 minutes de route, si ça roule. Et en plus c'est un hôpital privé, donc je devrais payer. C'est une clinique? Non, ouais, c'est du semi-privé. Wow. Donc c'est plus la même chose. Bon, effectivement, quand tu parles des hôpitaux, ça me revient. Dernièrement, j'ai eu à amener mon fils à l'hôpital. 7 heures d'attente pour un enfant de 5 ans. Et le laboratoire est en grève. Donc c'est quand même pénalisant. Il y a des prises de sang. Faut attendre. Ça vient de partout en France. Bref, c'était vraiment... Effectivement, dans cette liste contre la précarité, parce que je sais que c'est ta lutte, tu peux nous citer des exemples? Tu nous as parlé des étudiants avec cette précarité, tu viens de parler de l'électricité qui va augmenter, on sait que le gaz va augmenter depuis le 1er juillet de 11%, c'est énorme. Qu'est-ce qui va augmenter encore? J'ai envie de vous dire la vie. La vie va augmenter parce que de toute façon l'inflation ne fait que grandir, donc tout va augmenter. Je pense que la seule chose qui ne va pas augmenter finalement, c'est les salaires, hein, après tout. Enfin, sauf si nous gagnons, hein, si le Front Populaire gagne, nous augmenterons les salaires et nous bloquerons les prix. Et ça, c'est possible, parce que des fois, comme je le disais tout à l'heure, vous nous promettez beaucoup de bonnes choses, mais sur le papier, comment vous allez réussir à concrétiser ça? Macron ne cesse de nous dire depuis ses 2 mandats, il n'y a plus d'argent, les caisses sont vides, il faut continuer à aller travailler. Où vous allez aller trouver l'argent? Eh ben, l'argent, on va aller la trouver dans les personnes qui gagnent le plus, en fait. Nous, on va répartir l'imposition, on va faire plusieurs couches, et du coup, dans ces couches, ceux qui seront le plus imposés, ce sont ceux qui gagnent le plus. Et quand je dis ceux qui gagnent le plus, je ne parle pas forcément de ceux qui gagnent, par exemple, 10 000 €, même si c'est déjà beaucoup, mais on parle vraiment de ceux qui gagnent vraiment beaucoup. Et donc, pour eux, on ira beaucoup plus les taxer. Et juste avec ça, juste en augmentant, par exemple, leur taxation de 3 points, on finance l'entièreté de notre programme. Donc, c'est assez énorme, donc ça veut dire que tous ceux qui ne gagnent pas beaucoup, ils seront moins taxés, et donc ils pourront plus s'acheter à manger par exemple, donc c'est une lutte contre la précarité, et même les personnes qui gagnent, comme j'ai dit 10 000 €, eux aussi, ils seront légèrement moins taxés. Donc en vrai, ceux qui pensent être riches, et qui en vrai ne le sont pas vraiment, et qui du coup pensent que notre programme est tourné contre eux directement, en fait ils se trompent complètement, parce que notre programme, il va les aider. Parce qu'on va aller par exemple chercher l'argent chez Total, et quand on voit que Total s'est augmenté, enfin le président de Total s'est augmenté de plusieurs milliards, quand tout le monde commence à crever la faim,
c'est pas normal, il y a un vrai problème. Pourquoi ces milliards qu'il s'est donnés, on va pas les taxer, on va pas les prendre directement? Parce que franchement, je vois pas à quel moment il en a besoin, il est déjà milliardaire. Pourquoi quelques milliards en plus, il lui faudrait absolument? Si des gens sont capables de vivre en galérant avec 2000 € par mois, pourquoi lui il serait incapable de vivre avec 2 milliards? Donc si je comprends bien, la politique de la gauche, du nouveau Front populaire, des socialistes, de la France insoumise, c'est d'aller piocher chez les riches pour aller donner aux pauvres. Exactement, c'est Robin des Bois. Ouais. On va prendre l'argent chez les riches pour aller donner aux pauvres. Mais les riches, ça va pas leur plaire, ça. C'est pas grave. Ouais, moi, ça va plaire à la plupart des gens, ils vont pouvoir manger. En toute franchise, pour moi, c'est ma première préoccupation. Vous savez, ma mère, elle a dû aller au secours populaire pour qu'on puisse manger étant plus petit. Donc, clairement, s'ils ne sont pas contents, je m'en fiche complètement. L'important, c'est que tout le monde puisse manger, tout le monde puisse vivre, tout le monde puisse avoir accès à l'art, à la culture. Parce que c'est pas normal que des gens n'y aient pas accès. C'est pas normal que tout le monde ne puisse pas partir en vacances, par exemple. C'est pas normal qu'il y ait des jeunes qui restent bloqués en bas de leur bâtiment tout un été et qui du coup s'ennuient. C'est pas, en toute franchise, enfin, je trouve vraiment pas ça normal. Il faut que tout le monde puisse pouvoir partir en vacances, manger, se cultiver, aller au cinéma par exemple. C'est un moment entre amis et ce genre de choses. Aujourd'hui, une place, c'est 20 € environ. C'est inaccessible du coup le cinéma pour les gens. Du coup, les gens ils vont galérer dehors et quand les personnes galèrent dehors, qu'ils n'ont rien à faire, et bah, ils font des conneries en fait parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'es énervé contre la société, ça amasse de la colère. Et donc, il faudrait vraiment redonner à tout le monde, lui redonner leur valeur, de pouvoir un peu vivre décemment. Bien sûr. C'est ça? Bien sûr. Aujourd'hui, on en parlait en privé avec toi, les gens ont même du mal, déjà s'ils ont du mal à se nourrir, à faire des choses déjà vitales, si je peux me permettre, les besoins vitaux. Il est difficile pour des familles modestes de partir en vacances. Exactement. De faire des activités annexes. Et moi, je veux savoir vraiment comment vous allez réussir, parce que quand on parle des riches, c'est le pouvoir, ce sont des gens forts derrière. Et quel est le poids face au petit peuple, si je peux me permettre? Déjà, le premier poids, c'est que le 30 juin et le 7 juillet, Bernard Arnault, avec tous ses milliards… Tu peux leur dire, ils sont là. Bernard Arnault, avec tous ses milliards, il n'aura qu'un seul bulletin de vote, comme tout le monde. Donc déjà, le premier poids qu'on a, c'est de pouvoir voter. Et là, c'est le même poids que lui, le même poids que François Hollande, le même poids qu'Emmanuel Macron, le même poids que Marine Le Pen, le même poids que tout le monde. D'accord. Et ensuite, le peuple est beaucoup plus nombreux qu'eux. Hein. Eux, ils sont que quelques centaines au maximum. Donc il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils doivent arrêter de se gaver sur le dos des gens. Parce que c'est insupportable. Et s'ils ne sont pas contents, franchement, personnellement, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Parce que de toute façon, ils sont déjà milliardaires, ils peuvent toujours vivre, même avec 500 millions. Enfin, je veux dire, j'arrive pas à concevoir comment ils peuvent se dire qu'avec 500 millions, c'est pas suffisant pour vivre. Très bien. Waouh, Valentin Porru, c'était fort. On va bientôt se séparer, malheureusement. Donc, tu invites les gens vraiment à voter massivement, voter le 30 juin, voter le 7 juillet, voter intelligemment, voter pour l'avenir de vous-même, de vos enfants, des petits-enfants. Donc, voter qui? Voter quoi? Pour moi, c'est très simple. Du coup, étant donné que je suis dans la coalition du Nouveau Front Populaire, moi, j'invite tout le monde à faire barrage au Rassemblement National, évidemment, en votant pour le programme du Nouveau Front Populaire. Du coup, je rappelle, Nouveau Front Populaire, qui défend les gens, les pauvres, tout le monde, contre le racisme, contre la précarité, contre la vie chère. Parce que du coup, même, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, on a Vas-y, il reste quelques minutes avant de chuter. L'une des premières choses que les députés, en cas de majorité, feront, c'est de revenir sur la retraite à 64 ans pour la passer à 60 ans, d'ailleurs. C'est possible, ça? Bien sûr que c'est possible. Vu qu'on a quelques minutes, je vais prendre le temps d'expliquer. Vous savez, dès qu'on veut mettre quelque chose en place qui est simple à mettre en place, on nous sort toujours une explication compliquée pour nous convaincre que ça ne fonctionnera pas. Et récemment, j'ai vu quelqu'un dire dans une conférence, finalement, la meilleure solution pour supprimer le travail des enfants, ça a été de supprimer le travail des enfants, en fait. Et alors qu'à l'époque, quand on regarde les débats à l'époque, ils disaient « ouais, mais c'est pas possible parce que sinon, économiquement, ça va s'effondrer, parce que sinon, parce que patati patata ». En fait, tout ça, c'est de l'enfumage. Il suffit de le faire. D'accord. Mais je me pose beaucoup de questions parce que Emmanuel Macron
le président actuel nous a donné tellement d'arguments pourquoi il fallait pousser la retraite jusqu'à cet âge, en disant que la population était vieillissante, qu'il n'y a pas assez de taux de natalité, il n'y aura personne pour payer les retraites. Il y a beaucoup de vieux, on le voit dans les maisons de retraite, etc. Les gens vieillissent encore plus longtemps. Ouais, on vieillit plus vieux, mais pas en bonne santé. Et ça, on l'a vu par exemple, on s'est mis à vieillir plus vieux, en meilleure santé, quand on a eu la retraite à 60 ans. À chaque fois qu'on l'a reculé, donc déjà à 62, les gens sont épuisés. Les gens sont épuisés, ils vieillissent certes plus parce que peut-être que dans l'absolu on mange mieux. Il y a les soins aussi qui sont de meilleure qualité, même si du coup on est en train de revenir sur ça parce que tout ça c'est moins accessible. Bah, ils vieillissent plus vieux mais en moins bonne santé qu'avant. Donc ok, 64 ans ils l'ont mis, mais personne ne sera embauché à plus de 55 ans parce qu'à 55 ans notre corps il est tout cassé avec tout le travail qu'on a fait. On a d'autres choses, mais il faut qu'on soit soigné. Même à 55 ans, en toute franchise, la retraite, pourquoi pas l'imaginer déjà à 55 ans? Déjà, on va la mettre à 60 ans, c'est déjà bien. Mais non. D'accord. En tout cas, on va suivre ce programme. On t'invite vraiment à nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver voilà, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux pour suivre avant qu'on passe au dernier volet de cet échange. Oui, bah bien sûr, moi on peut me suivre partout, sur tous les réseaux sociaux qui existent, donc que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou X, valentin.poru ou valentin.poru, ça fonctionnera dans tous les cas. Très bien. Valentin Poru, je ne peux pas te laisser sans te parler de mon pays, la République démocratique du Congo. Quand je t'en parle, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne, quelque chose de marquant par rapport à ce pays? Je sais que ce qui s'y passe là-bas, c'est terrible. Personnellement, je ne connais pas bien tous les détails. Pourtant, on essaye de se mobiliser pour le maximum de combats. C'est pour ça qu'avec les jeunes NUPES de l'Essonne, comme Ivan l'a dit précédemment. Le drapeau de la RDC. Oui, je le connais bien du coup. On avait organisé une mobilisation justement pour la RDC. Et ça nous tenait à cœur tous de le faire, surtout qu'en plus on avait une camarade qui vient de là-bas, qui a vécu tout ça. Donc à l'Est, à Goma, les atrocités. C'est ça, voilà. Qui avait tenu un témoignage en tout cas extrêmement très fort. Du coup, je lui passe. Franchement, je ne sais pas quoi dire. C'était vraiment très émouvant parce qu'elle a vécu ça, elle a subi ces atrocités et j'espère la recevoir très prochainement sur notre plateau. Je lui passe mes amitiés en tout cas parce que vraiment, elle le mérite. Mais bon, du coup, on avait fait un rassemblement et c'était un bon rassemblement, franchement. On était très contents de ce que nous avons fait et surtout de mettre ça en lumière parce que parfois, avec toute l'actualité, il y a plein de choses qui se superposent. On a tendance à oublier ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que au sein même des différents groupes politiques, on a fait découvrir à certains nouveaux militants qu'il se passait ces choses-là au Congo. Et ça, c'est une réussite, c'est une prise de conscience. Tiens, vous en remercier parce qu'on entend toujours les autres, la Palestine, Israël, ceci. C'est bien, il faut aussi soutenir les autres. Mais nous, on se sentait un petit peu, le pays un peu où on était mis sous silence avec toutes les atrocités qu'on vivait et vous voir vous mobiliser. On était là, de nombreuses personnes, plus d'une centaine de personnes devant les parvis de l'hôtel de ville d'Evry-Courcouronnes. C'était fort, des messages très forts étaient passés. Est-ce qu'il y aura une suite à tout ça? Là, tout de suite maintenant, on est trop pris par la campagne. Après, est-ce qu'il y a une suite? Écoutez, moi je ne suis plus du coup chez les jeunes NUPESON, même si je reste un peu dans les groupes pour parler. Il me semble qu'il avait été dit qu'on essaierait de réorganiser un événement. Et on essaie de toute façon de mener la lutte pour tous les massacres, contre tous les massacres qui sont menés. Donc effectivement, Israël-Palestine, on l'avait fait au moment où ça avait été, où c'est arrivé. Tout à fait. Le Congo, on l'a fait aussi. Et du coup, l'objectif après, c'est de renouveler pour pas que les gens ils oublient que ça reste là et surtout de montrer que c'est de plus en plus fort. En tout cas, c'est très bien. Nous tenons à vous remercier. Valentin Perrault, merci beaucoup d'être passé sur mon plateau, La Vérité au Pouvoir. Merci à toi. Tu es le bienvenu. Ici, c'est ta maison. Vraiment, je te laisse donner un mot de la fin, des dédicaces si tu en as, des salutations pour les personnes qui te reconnaîtront. Ouais, je sais pas si j'ai des dédicaces, mais en tout cas, vraiment... allez voter tous, tous, voilà. Massivement, vous abstenez pas parce que là, si c'est le RN qui gagne, croyez-moi que on va tous être dans la merde. Effectivement, si on est blanc, on va un petit peu mieux s'en sortir, mais on va vraiment tous être dans la merde parce qu'ils vont être contre les pauvres. Voilà. Wow. En tout cas, c'était Valentin Poru, je tiens à le remercier, un élu, candidat
ancien sénateur, il a été timide de nous en parler, mais candidat au Sénat, c'est pas rien, il faut le féliciter. Moi, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Merci d'avance. Merci à mon boss, Miguel Niema. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Solo La Vérité. Je pense à Gounosco. Sans lui, je ne pourrais pas être synchro comme ça entre les images et mon discours. On travaille ensemble. L'homme dans l'ombre, notre cordeau, chargé de communication, Shadrach. Je tiens à te remercier là où tu es. C'est celui que vous recevez dans les rendez-vous et on fait un grand travail dans cette équipe. Merci à Koumassé Photo Shalom. Merci à Aristote Mbonda. On est vraiment une grande équipe. Merci à tous mes collègues. Vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Des émissions arrivent. Les ministres de la RDC arrivent. Ça y est, le gouvernement a été posé. Leur agenda commence maintenant à prévoir des visites ici à Paris. Donc vraiment, abonnez-vous massivement sur la chaîne Solo La Vérité Télévision. Et je vous dis à très bientôt. Merci Valentin. Merci, Miss Huguette. Bye bye. Au revoir. Solo La Vérité.